Le 5 juin au soir, les caméramans militaires sont avec le général Eisenhower sur la base aérienne de Greenham Common, au sud de la petite ville de Newbury. Les équipes de tournage et les photographes ont été convoqués à la demande du chef suprême des Alliés en personne. Ce jour-là, Dwight Eisenhower est inquiet. Après avoir dû repousser le débarquement une première fois à cause du mauvais temps, il vient juste de donner le feu vert au lancement de l'opération, au cours de laquelle va se jouer le destin de l'Europe et de la planète tout entière. C'est probablement le 5 juin vers midi qu'il a dû prendre sa décision, selon comment doivent s'enchaîner les différentes étapes de l'invasion. À ce moment-là, il est sans doute la personne la plus puissante de l'histoire avec tous ses moyens militaires à sa disposition. Mais une fois sa décision prise, tout lui échappe. La suite est entre les mains de ses hommes. Les premiers à partir seront les parachutistes de la 101e division aéroportée américaine qui s'apprête à s'envoler vers la France. Ils vont être parachutés dans la nuit, derrière les lignes ennemies, pour préparer le terrain avant l'arrivée des forces d'invasion. Il est 20h30 et le général Eisenhower tient à venir saluer ses hommes sous l'objectif des caméras. Il le sait, nombre d'entre eux ne reviendront pas vivants. Le commandant des forces aériennes, le maréchal Trafford Leigh-Mallory, l'avait prévenu qu'entre 50 et 70% des troupes aéroportées allaient périr au combat. C'est un chiffre terrible. Si ce niveau de perte était atteint, l'opération était vouée à l'échec. Mais il a analysé la situation d'un point de vue stratégique. Il était convaincu que l'utilisation de forces aéroportées était indispensable pour dégager les accès aux plages et permettre aux troupes qui s'apprêtaient à débarquer de pouvoir évacuer rapidement ces plages et progresser à l'intérieur des terres. C'était donc une décision très courageuse. Et je pense que c'était encore plus courageux de venir regarder ces soldats droit dans les yeux, après avoir pris une décision dont on sait qu'elle sera potentiellement dévastatrice pour eux. Les images du général Eisenhower s'adressant aux troupes de la 101e division aéroportée juste avant qu'elles ne montent dans les avions pour s'envoler vers un destin plus qu'incertain sont parmi les plus fortes de la guerre. Une main dans la poche et le sourire aux lèvres, l'homme le plus puissant de la planète devient l'égal de ses soldats. Comme sur cette image devenue légende d'une conversation entre le général et le lieutenant Wallace Strobel, alors âgé de 22 ans. Le parachutiste numéro 23 et cette photo emblématique ont survécu à la guerre. En fait, ils discutaient de pêche à la mouche. Si vous regardez bien le geste de sa main, vous verrez qu'il lance sa ligne. Il voulait que ces jeunes soldats se rappellent de ce qui les attendait chez eux, de la vie vers laquelle ils pourraient revenir, car ils savaient qu'ils avaient probablement très peur. Et la dernière chose à faire était de les effrayer davantage avec un discours d'encouragement. Il voulait être le plus décontracté possible avec eux, être accessible et leur faire savoir qu'il les soutenait. Dwight Eisenhower avait compris le pouvoir de l'image pour faire passer des messages. Il ne fait aucun doute qu'il voulait que cette scène soit filmée et photographiée. Il était important d'envoyer un message aussi bien aux troupes qu'à leurs familles, car le monde était vraiment en danger et les gens ne savaient pas ce qui allait se passer. Les images capturées lors de cet événement, cette proximité avec les soldats, démontrent la confiance qu'il essayait de susciter auprès de tous. Eisenhower, le commandant suprême des forces alliées, est avec les soldats et les parachutistes. C'est ça qu'il voulait que tout le monde voie. L'autre message qui est véhiculé, c'est celui de sa propre responsabilité dans l'opération. Le fait d'être filmé avec ses troupes est une façon de dire « je suis responsable d'eux ». Il se tenait aux côtés des hommes qui allaient mener à bien cette mission. À partir de cet instant, alors que les avions et les planeurs décollent de la base anglaise, les dés sont jetés.
Tout est prévu à la minute près. C'est l'aboutissement de mois et de mois d'orchestration et de planification minutieuse. Le soir du 5 juin, la plupart des bateaux ont appareillé et sont en route pour la France. En général, la traversée dure environ 6 heures et chaque bateau dispose d'un plan précis sur l'endroit et l'heure auquel il doit atteindre les plages et par quelle route il doit y arriver. Alors que les premiers Américains sont parachutés sur le sol français, vers minuit, les forces d'invasion terrestre ont pris la mer et font route vers la France. Destroyers, cuirassés, péniches de transport, barges. Au total, plus de 5000 bateaux emportent 123 000 soldats et plus de 20 000 véhicules. Parmi ces hommes, quelques dizaines de caméramans militaires et de correspondants de guerre ont été répartis à l'intérieur des embarcations. Les caméras sont omniprésentes. À bord des bateaux, les unités militaires disposent de caméramans et de photographes dont le travail consiste à couvrir l'invasion. Tout est prêt pour que tout ça puisse être filmé et photographié. Partout. Toutes ces caméras filment les visages. Elles montrent à quoi ressemble la réalité, les vêtements que portent les soldats, les expressions de leur visage, comment ils se déplacent, à quoi ressemblent les véhicules. C'est l'événement le plus filmé de l'histoire de l'humanité jusqu'à ce jour. George Stevens, le chef de la SPECU, est à bord du HMS Belfast qui se dirige vers la plage de Juno. Jack Libb, le reporter de guerre, est sur le LCI numéro 5. Destination Utah Beach. John Ford, en charge des opérations de tournage pour l'OSS, est à bord de l'USS Plunkett, un destroyer de la marine américaine. Ces équipes filmeront le débarquement des soldats à Omaha Beach depuis les bateaux. Et parmi tous les caméramans présents à bord de la flotte d'invasion, un homme s'apprête à entrer dans l'histoire. Il est à bord du HMS Empire Anvil, un navire anglais. Il fait partie de la 165e compagnie du Signal Corps. Son nom, le sergent Richard Taylor. Avec 7 autres membres du détachement L, il a été affecté à un bataillon du 16e régiment d'infanterie du 5e corps d'armée américain. Sa mission, débarquer sur la plage d'Omaha Beach aux côtés des toutes premières vagues de soldats. Dans une lettre qu'il écrira plus tard à sa belle-sœur, Richard Taylor raconte les quelques heures passées au large de l'Angleterre avant qu'il n'arrive sur les plages françaises. Entre 11h et minuit, dans la nuit du 5 au 6 juin, je n'arrêtais pas de me retourner sur ma couchette. Je savais qu'à partir de 3h du matin, nous serions dans des barges en direction des plages de Normandie. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à ma famille, au bon moment qu'on a passé ensemble et au mauvais moment aussi. J'ai essayé de lire ma Bible, mais je n'arrivais pas à me concentrer et à penser à autre chose qu'à vous. Je me demandais si quelqu'un à la maison pensait à moi qui, dans les 6 prochaines heures, allait vivre l'enfer.